Pourquoi le socialisme? Est-il convenable, pour quelqu'un qui n'est pas expert dans les questions économiques et sociales, de s'exprimer au sujet du socialisme? Pour un certain nombre de raisons, je pense que oui. Considérons tout d'abord la question du point de vue de la connaissance scientifique. Il pourrait bien ne pas y avoir de différences méthodologiques essentielles entre l'astronomie et l'économie. Dans les deux domaines, les scientifiques cherchent à découvrir des lois assez générales pour un ensemble déterminé de phénomènes, afin de rendre la connexion entre ces phénomènes aussi intelligible que possible. Mais en réalité, de telles différences méthodologiques existent. La découverte de lois générales en économie est rendue ardue, car le phénomène économique observé est souvent influencé par de nombreux facteurs qui sont très difficiles à étudier séparément. De plus, l'expérience accumulée depuis le début de la période dite civilisée de l'histoire humaine a été, c'est bien connu, largement affectée et déterminée par des causes qui n'ont nullement un caractère exclusivement économique. Par exemple, la plupart des grands États dans l'histoire doivent leur existence aux conquêtes. Les peuples conquérants s'installaient en classe privilégiée du pays conquis, juridiquement et économiquement. Ils s'attribuaient le monopole sur la propriété de la terre et nommaient un clergé issu de leur propre rang. Les prêtres, en contrôlant l'éducation, faisaient de la division de la société en classes une institution permanente et produisaient un système de valeurs orientant le comportement social des gens, en grande partie sans qu'ils n'en aient conscience. Mais cette histoire, c'est celle d'hier, pour ainsi dire. Nulle part nous n'avons vraiment dépassé ce que Thorstein Veblen nommait la phase de prédation du développement humain. Les faits économiques observables relèvent de cette phase, et même les lois que nous pouvons en dériver ne sont pas applicables à d'autres phases. Puisque le véritable but du socialisme est précisément d'en finir avec cette phase de prédation du développement humain et d'aller au-delà, la science économique actuelle nous éclaire peu sur la société socialiste du futur. Deuxièmement, le socialisme est orienté vers une fin sociale et éthique. La science, en revanche, ne peut produire de fins, et encore moins les inculquer aux êtres humains. La science peut tout au plus offrir les moyens d'atteindre certaines fins, mais les fins elles-mêmes sont conçues par des personnes animées d'idéaux éthiques nobles, et si ces fins ne sont pas mornées, mais vivaces et vigoureuses, sont adoptées et défendues par ces nombreux êtres humains qui, à demi inconsciemment, déterminent la lente évolution de la société. Pour ces raisons, nous devrions prendre garde à ne pas surestimer la science et les méthodes scientifiques quand il est question de problèmes humains, et nous ne devrions pas penser que seuls les experts ont le droit de s'exprimer sur les questions concernant l'organisation de la société. D'innombrables voix soutiennent, depuis quelque temps maintenant, que la société humaine traverse une crise, que sa stabilité a été sérieusement endommagée. Cette situation se caractérise par le fait que les individus se sentent indifférents, voire hostiles envers le groupe, restreint ou élargi, auquel ils appartiennent. Afin d'illustrer ce que je veux dire, laissez-moi rapporter une expérience personnelle. Je discutais récemment avec un homme ouvert et intelligent du risque d'une nouvelle guerre, qui à mon avis mettrait sérieusement en péril l'existence du genre humain. Et je faisais remarquer que seule une organisation supranationale protégerait de ce danger. Là-dessus, mon visiteur me dit, très calmement et froidement, « Pourquoi êtes-vous si profondément opposé à la disparition de l'espèce humaine ?» Je suis sûr qu'un petit siècle auparavant, personne n'aurait fait une telle déclaration avec autant de légèreté. C'est la déclaration d'un homme qui s'est efforcé en vain d'atteindre un équilibre intérieur et qui a plus ou moins perdu l'espoir d'y parvenir. C'est l'expression d'une solitude et d'un isolement pénible dont tant de gens souffrent de nos jours. Quelle en est la cause? Y a-t-il une issue? Il est aisé de soulever de telles questions, mais difficile d'y répondre avec un tant soit peu de certitude. Je dois néanmoins essayer, autant que je le peux, même si je suis parfaitement conscient que nos sentiments et nos aspirations sont souvent contradictoires et obscurs et qu'ils ne peuvent être exprimés dans des formules aisées et simples. L'homme est tout à la fois un être solitaire et un être social. Comme être social, il s'efforce de protéger sa propre existence et celle de ceux qui sont les plus proches de lui, de satisfaire ses désirs personnels et de développer ses facultés innées. Comme être social, il cherche à obtenir la reconnaissance et l'affection de ses semblables, à partager leurs plaisirs, à les consoler dans leur tristesse et à améliorer leurs conditions de vie. Seule l'existence de ces tendances variées, souvent contradictoires, peut rendre compte du caractère singulier d'une personne, et leur combinaison particulière détermine dans quelle mesure un individu peut parvenir à l'équilibre intérieur et peut contribuer au bien-être de la société. Il est fort possible que le poids relatif de ces deux tendances soit essentiellement fixé par l'hérédité. Mais la personnalité qui finalement émerge est largement façonnée par l'environnement dans lequel cette personne se trouve plongée durant son développement, par la structure de la société dans laquelle elle grandit, par la tradition de cette société, et par le type de comportement qu'elle valorise. Le concept abstrait de société signifie pour l'individu humain la somme totale de ses relations directes ou indirectes avec ses contemporains et avec les générations précédentes.
L'individu est capable de penser, de sentir, de faire des efforts et de travailler par lui-même, mais il dépend tellement de la société pour son existence physique, intellectuelle et émotionnelle qu'il est impossible de le penser ou de le comprendre en dehors du cadre de la société. C'est la société qui fournit à l'homme nourriture, vêtements, abris, instruments de travail, langage, formes de pensée et la plupart des contenus de pensée. Sa vie est rendue possible par le travail et les réalisations de millions d'êtres humains du présent ou du passé qui se cachent derrière ce petit mot de société. C'est pourquoi il est évident que la dépendance de l'individu à l'égard de la société est un fait de nature qui ne peut être aboli, comme dans le cas des fourmis ou des abeilles. Toutefois, alors que tout le déroulement de la vie des fourmis ou des abeilles a été fixé dans ses infimes détails par de rigides instincts héréditaires, le modèle social et les relations interpersonnelles des êtres humains sont très variables et susceptibles de changer. La mémoire, la capacité à faire de nouvelles combinaisons, le don de la communication orale, ont rendu possible au sein de l'humanité des développements qui ne sont pas dictés par les nécessités biologiques. De tels développements se manifestent dans des traditions, institutions et organisations, dans la littérature, dans des réalisations scientifiques et techniques, dans des œuvres d'art. Cela explique comment il se peut que l'homme, en un certain sens, soit en mesure d'influencer sa vie par sa propre conduite, et que dans ce processus, la pensée consciente et la volonté peuvent jouer un rôle. L'homme reçoit à la naissance, par hérédité, une constitution biologique que nous devons considérer comme fixe et inaltérable, incluant les pulsions naturelles caractéristiques de l'espèce humaine. En plus de cela, il acquiert au cours de sa vie une constitution culturelle que lui transmet la société par la communication et par de nombreux autres types d'influences. C'est cette constitution culturelle qui, au fil du temps, est sujette au changement et qui détermine dans une très large mesure la relation entre l'individu et la société. L'anthropologie moderne nous a appris, par l'étude comparative des cultures soi-disant primitives, que le comportement social des êtres humains peut être très différent en fonction des modèles culturels et des types d'organisation qui prévalent dans la société. C'est sur ce constat que ceux qui luttent pour améliorer la condition humaine peuvent fonder leurs espoirs. Les êtres humains ne sont pas condamnés, du fait de leur constitution biologique, à s'anéantir mutuellement ou à s'abandonner à un sort cruel qu'ils s'infligeraient. Si nous nous demandons comment la structure de la société et l'attitude culturelle de l'homme devraient être transformées pour rendre la vie humaine aussi satisfaisante que possible, nous devrions constamment rester conscients du fait qu'il y a certains paramètres qui sont impossibles à modifier. Nous l'avons mentionné plus haut. En pratique, la nature biologique de l'homme n'est pas sujette au changement. De plus, les évolutions technologiques et démographiques de ces derniers siècles ont créé des conditions qui sont parties pour durer. Dans des populations relativement denses, concentrées autour de biens indispensables à leur existence, une extrême division du travail et un appareil productif hautement centralisé sont absolument nécessaires. Le temps, si idyllique rétrospectivement, où des individus ou des groupes relativement restreints pouvaient être complètement autosuffisants est à tout jamais révolu. On exagère à peine en disant que l'humanité constitue à présent une communauté planétaire de production et de consommation. Je suis maintenant parvenu au point où je peux indiquer brièvement ce qui, selon moi, constitue l'essence de la crise de notre époque. Il s'agit du rapport entre l'individu et la société. L'individu est devenu plus conscient que jamais de sa dépendance vis-à-vis de la société. Cependant, il ne vit pas cette dépendance comme un atout, comme un lien organique, comme une force protectrice, mais plutôt comme une menace pour ses droits naturels, et même pour son existence économique. En outre, sa position dans la société est telle que les tendances égotiques de son être sont constamment stimulées, alors que ces tendances sociales, qui sont par nature plus faibles, se détériorent progressivement. Tous les êtres humains, quelle que soit leur position sociale, souffrent de ce processus de dégradation. Prisonniers sans le savoir de leur propre égotisme, ils se sentent en danger, isolés et empêchés de jouir de la vie simplement, innocemment et sans sophistication. L'homme ne peut trouver de sens à la vie, qui est brève et périlleuse, qu'en se dévouant à la société. L'anarchie économique de la société capitaliste, telle qu'elle existe aujourd'hui, est, à mon avis, la véritable source du mal. Nous avons devant nous une immense communauté de producteurs dont les membres cherchent sans cesse à se priver mutuellement du fruit de leur travail collectif. Non par la force, mais dans l'ensemble en parfaite conformité avec les règles légalement établies. Dans cette perspective, il est important de réaliser que les moyens de production, c'est-à-dire toute la capacité productive requise pour produire à la fois les biens de consommation et les biens d'équipement supplémentaires, peuvent être légalement, et le sont en grande partie, la propriété privée de certains individus. Pour faire simple, dans la discussion qui suit, je nommerai travailleurs tous ceux qui ne sont pas propriétaires des moyens de production, bien que cela ne corresponde pas tout à fait à l'emploi ordinaire du terme. Le propriétaire des moyens de production est en mesure d'acheter la force de travail du travailleur. En se servant de ces moyens de production, le travailleur produit de nouveaux biens qui deviennent la propriété du capitaliste.
Le point essentiel dans ce processus est le rapport entre ce que le travailleur produit et ce qu'il est payé, tous deux mesurés en termes de valeur réelle. Dans la mesure où le contrat de travail est libre, ce que le travailleur reçoit est déterminé non par la valeur réelle des biens qu'il produit, mais par ses besoins minimums, et par le rapport entre la demande du capitaliste en force de travail et le nombre de travailleurs disponibles sur le marché. Il est important de comprendre que même dans la théorie, la paye du travailleur n'est pas déterminée par la valeur de ce qu'il produit. Le capital privé tend à se concentrer en peu de mains, en partie à cause de la concurrence entre capitalistes, en partie parce que le développement technologique et la division croissante du travail encouragent la formation d'unités de production plus larges au détriment des plus petites. Le résultat de ces évolutions est une oligarchie de capitalistes dont le formidable pouvoir ne peut être contrôlé, pas même par une société dont le système politique est démocratique. Cela est d'autant plus vrai que les membres du corps législatif sont choisis par des partis politiques, soit largement financés, soit influencés par les capitalistes qui, en pratique, éloignent les électeurs du corps législatif. Par conséquent, les représentants du peuple ne défendent pas suffisamment les intérêts des moins favorisés. Plus encore, dans de telles conditions, il est inévitable que les capitalistes contrôlent directement ou indirectement les principales sources d'information, presse, radio, éducation. Il est dès lors extrêmement difficile, et dans la plupart des cas absolument impossible pour le citoyen, de parvenir à des conclusions objectives et de faire un usage intelligent de ses droits politiques. La situation qui prévaut dans une économie fondée sur la propriété privée du capital est ainsi caractérisée par deux principes essentiels. Premièrement, les moyens de production, le capital, sont des propriétés privées, et les propriétaires en disposent comme bon leur semble. Deuxièmement, le contrat de travail est libre. Bien sûr, il n'y a pas de société purement capitaliste en ce sens. En particulier, il faut noter que les travailleurs, par des luttes politiques longues et acharnées, ont réussi à garantir une forme quelque peu améliorée de contrat de travail libre pour certaines catégories de travailleurs. Mais dans l'ensemble, l'économie actuelle n'est pas très éloignée d'un capitalisme pur. La production vise le profit, non l'utilité. Rien ne garantit que les gens pouvant et voulant travailler trouveront toujours un emploi. Il existe presque toujours une armée de chômeurs. Le travailleur vit constamment dans la crainte de perdre son emploi. Comme les chômeurs et les travailleurs les plus mal payés ne constituent pas un marché rentable, la production des biens de consommation est réduite. Et il en résulte de grandes difficultés. Il est fréquent que le progrès technologique engendre plus de chômage qu'un allègement global de la charge de travail. La soif du profit, jointe à la concurrence entre capitalistes, est responsable d'une instabilité dans l'accumulation et dans l'utilisation du capital, qui conduit à des dépressions de plus en plus graves. La concurrence sans limite engendre un gaspillage de travail considérable et cette paralysie de la conscience sociale des individus que j'ai mentionné plus haut. Je considère cette apathie des gens comme le pire mal du capitalisme. Tout notre système éducatif souffre de ce mal. Une attitude de compétition exagérée est inculquée à l'étudiant, qui, en guise de préparation à sa carrière future, est formé dans le culte du succès par le gain. Je suis convaincu qu'il n'y a qu'une seule façon d'éliminer ces terribles maux, à savoir par la mise en place d'une économie socialiste, accompagnée d'un système éducatif orienté vers des objectifs sociaux. Dans une telle économie, les moyens de production sont possédés par la société elle-même et sont employés de façon planifiée. Une économie planifiée, qui ajuste la production aux besoins de la communauté, distribuerait le travail à faire entre ceux qui sont en mesure de travailler et garantirait des moyens d'existence à chaque homme, femme et enfant. L'éducation d'un individu, en plus de stimuler ses propres facultés innées, s'efforcerait de développer en lui un sens de la responsabilité à l'égard de ses semblables, au lieu de glorifier, comme dans la société actuelle, le pouvoir et le succès. Cependant, il est nécessaire de se rappeler qu'une économie planifiée n'est pas encore le socialisme. Une économie planifiée peut en tant que telle s'accompagner d'un asservissement total de l'individu. La réalisation du socialisme exige de résoudre plusieurs problèmes sociopolitiques extrêmement difficiles. Comment est-il possible, dans la perspective d'une centralisation de grande ampleur du pouvoir politique et économique, d'empêcher la bureaucratie de devenir toute puissante et arrogante ? Comment peut-on protéger les droits individuels et comment assurer un contrepoids démocratique au pouvoir bureaucratique ? Clarifier les buts et les problèmes du socialisme est de la plus grande importance dans notre époque de transition. Dans la mesure où, dans les circonstances actuelles, discuter librement et sans entrave de ces problèmes est frappé d'un puissant tabou, je considère que la fondation de cette revue est un important service rendu au public.